Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous lancerez ce nouvel hors-série de la saison 2 de Chapitre Sportif. C'est déjà le 4e, et aujourd'hui on va s'éloigner des terrains de football pour s'immiscer discrètement dans les bureaux de Direction Club, actionnaires et instances qui régissent ce beautiful game. Qui de mieux qu'un professionnel de la finance pour nous décrypter les enjeux économiques qui dictent, voire rongent l'un des sports les plus médiatisés de la planète. Il intervient régulièrement dans l'after-foot d'RMC, monsieur David Glusman. Comment allez-vous? Salut, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup de m'inviter à parler d'une de mes passions, de la lecture et de la mise en pratique de ce que je peux essayer d'absorber par rapport à la lecture. Tout le plaisir et l'honneur est pour nous. C'est un des pans, on va dire, du foot business. On parle beaucoup de foot business et tout ça. Donc, et comme tu as des talents de pédagogie qui sont connus et reconnus, on va capitaliser sur ta présence pour décrypter un peu tout ce qui se joue actuellement et voir demain dans le ballon-pied, comme on dit. Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours et un peu toutes les questions qu'on a l'habitude d'évoquer et de poser à nos invités, c'est connaître leur rapport à la lecture. Bien entendu. Écoute, mon parcours, David Glusman, 43 ans. Je vais pas faire comme les petites bios Instagram que je trouve un peu ridicules, mais je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc, ce qui fait que, après, je pense qu'on va parler des moments privilégiés. Je pense que ma famille influe énormément là-dessus. Je suis banquier d'affaires en financement structuré. Je travaille pour une banque allemande depuis plus de 10 ans maintenant. Mon job, c'est de prêter de l'argent à des gros fonds d'investissement ou des family office ou des particuliers qu'on appelle des high net worth individuals, des gens qui ont beaucoup d'argent, pour acquérir, développer, refinancer des biens immobiliers. Donc, pour vous donner un exemple sur des projets sur lesquels j'interviens, ça peut être une tour à la Défense, ça peut être un portefeuille d'entrepôts logistiques Amazon, ça peut être un grand hôtel parisien, voilà. Donc, j'interviens d'ailleurs, mes interlocuteurs sont des fonds d'investissement dont beaucoup sont présents dans le foot. Donc, d'où les passerelles. Voilà, exactement. Donc, voilà un peu qui je suis, comment je suis venu dans les médias un peu par hasard. Je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Comme vous le savez, un des mauvais exemples et des mauvais élèves du foot business, c'est bien évidemment les Girondins de Bordeaux. Moi, j'interviens toujours d'ailleurs sur un média qui s'appelle Web Girondin, que je salue, qui est le principal média de supporters girondins, qui est très professionnel, qui donne du contenu tous les jours. Et j'avais fait une très longue émission d'1 heure et demie pour expliquer ce qu'était un fonds d'investissement, ce qu'était une dette senior, comment ça se faisait que Bordeaux était dans de tels draps financièrement parlant. Ça a été écouté par RMC qui m'ont demandé de venir expliquer. Je suis revenu un peu plus cet été. Après, on m'a demandé d'écrire dans la revue une chronique financière. C'est Daniel Thibault-Leplat et Gilbert qui me l'avaient demandé. Après, ils ont vu que j'aimais le foot. Donc, Nico Jamin, tiens, est-ce que ça t'intéresserait d'intégrer Génération After? Donc, c'est pour ça que je suis pas du tout un personnage principal de l'After. Je suis périphérique, on m'appelle le banquier de l'After. Je viens quand on m'invite, quand il y a de la place, assez régulièrement, et je prends un plaisir énorme. En fait. Non, mais très bien, parcours riche et en lien avec la thématique du jour. Je fais une petite digression. Après, je sais pas si tu as la possibilité de parler de ça ou pas. Au niveau on va dire de l'économie, rien à voir avec le foot et avec la littérature. Hein. On parle beaucoup de décarbonation. Est-ce que dans tes projets, il y a tout ce qui est data center Absolument, batterie, absolument. Alors c'est amusant qu'en fait que tu me poses la question. Nous, un des mantras de la banque, c'est de se focaliser sur ce qu'on appelle le prêt vert. C'est-à-dire qu'on calcule la consommation, soit de la construction, soit de l'exploitation de l'immeuble, et nous, soit on va refuser le projet parce que nous on l'appelle marron, brown, au contraire de vert, ou alors on va charger beaucoup plus cher en marge, en prix, pour financer ce projet. Mais nous, essentiellement, là, on est très compétitifs, c'est ce qu'on appelle le fly to green. On finance des investisseurs qui veulent transformer un projet écologiquement non durable
en projet écologiquement acceptable. Après, je devrais peut-être pas te dire ça. Écoute, sur toute la hiérarchie des lois, tous les lois vertes, il y a pas mal de communication. D'accord, Et, ok. mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui tient à cœur de pas mal d'établissements. Ok. Maintenant, on va recentrer la focale sur la lecture et la thématique de chapitre sportif. Donc toi, ton rapport à la lecture. Je suis né avec un livre entre les mains. Je peux pas te dire. Alors moi, je vais t'expliquer un peu ma situation familiale. Moi, j'étais fils unique. Je dis j'étais parce que j'ai plus mes parents. J'étais fils unique de deux parents âgés. Mes parents sont morts il y a 5-6 ans, à 80 ans tous les deux. Donc tu vois, ça te donne, enfin il y a 5 ans, donc ça te donne une idée. Moi, ils avaient plus de 40 ans quand ils m'ont eu, et le 40 ans de l'époque, c'était pas le 40 ans maintenant. C'est-à-dire que Mhm. moi, mes parents, je les ai toujours connus vieux et travaillant beaucoup. Donc moi, je les ai pas souvent vus. J'avais une nounou, mes parents étaient commerçants, commerçant de province, j'ai grandi à Saint-Quentin en Picardie, et moi mon père était avant de vendre des robes de mariée, il était ingénieur nucléaire. Donc en fait, il a passé du temps aux États-Unis, il a repris le business un peu familial pour des raisons financières, pour des raisons un peu plus personnelles. Et donc lui, il a toujours eu ce rapport à la recherche, à la lecture qu'il a toujours voulu me transmettre. C'est-à-dire que la plage arrière de la Mazda familiale, je me souviens, il y a encore des photos où je ne sais pas lire, mais il y a des BD, des livres, des bouquins en tissu. Et mon père m'a dit, rien que de te voir tourner les pages, ça me mettait en joie, ça me rassurait. Et donc j'ai su lire. Je suis pas du tout un surdoué, hein, mais j'ai su lire très tôt. Donc j'ai sauté le CP parce que je savais déjà lire couramment. Et lire, c'était une façon de m'évader, clairement, parce que j'étais seul. J'étais un enfant qui était élevé par des parents plus âgés, donc je pense. Alors, socialement maintenant, ça va très bien, c'est même un de mes points forts, mais je pense que j'avais du mal à interagir. J'avais un an d'avance. J'étais petit de taille, donc je pense que j'étais pas du tout, rejeté par. J'ai pas jamais été harcelé, mais j'avais du mal à interagir. J'avais du mal à me faire accepter, et donc lire, je me souviens que moi, de temps en temps, à la récréation, c'est pas du tout un cliché, j'avais une BD ou quoi que ce soit, et ben je me foutais dans un coin et je lisais. J'étais très content. Je me souviens même des professeurs qui disaient mais il est pas content, il s'intègre pas avec les autres. Et moi je disais à mon père mais non, moi je suis très content. Enfin je joue avec eux quand j'ai envie de jouer. Et de temps en temps en fait, moi j'ai envie de lire. Donc je lisais des BD, je lisais les livres de ma grande cousine. Ça pouvait être la bibliothèque verte, la bibliothèque rose. Mhm. Enfin voilà, j'ai lu très très vite des bouquins policiers parce que un de mes autres centres d'intérêt, c'est même pas un centre d'intérêt, mais tout ce qui est criminel, faits divers. Je pense que j'ai vu 2 fois tous les épisodes de Faites entrer l'accusé. Donc voilà. Donc en fait, si tu veux, j'ai toujours eu ce lien à la lecture. Après, en étant un peu plus âgé, moi je partais à 17 ans de mes parents, mais je rentrais le week-end, j'avais 2 heures de train, donc dans le train je bouquinais. J'ai une maîtrise de droit, donc en droit tu dois ingurgiter énormément de lecture pour faire tes commentaires d'arrêt, pour faire tes dissertations. Tu lis de la jurisprudence, tu lis des thèses de droit, et donc j'ai énormément lu, et surtout là maintenant dans mon boulot, je dois être au courant, c'est-à-dire que la presse immobilière, la presse financière, je dois savoir micro, macro, investissement, un marché immobilier, je dois savoir ce qui se passe parce que l'information dans mon boulot c'est la clé. Il faut avoir l'information avant ou en même temps que les autres, et surtout quand nous on fait un contrat de prêt avec les avocats, c'est des pavés de 300 pages. Donc en Mhm. fait, il faut se poser un après-midi avec des post-it, avec l'ordi pour noter, et te palucher 300 pages. Donc et crois-moi, c'est pas Madame Bovary, hein, Ah c'est non, chiant, c'est imbuvable. c'est chiant. Un contrat de prêt, c'est chiant. T'as 50 pages de définition, t'as des termes qui se renvoient, tu dois toujours te le mouiller le doigt, aller rechercher, donc c'est chiant. Mais il faut avoir le goût de la lecture dans ce que je fais. Et je vais te dire quelque chose, moi ça rend dingue ma femme. Dès que j'ai 2 minutes, je sors mon téléphone, je lis un article. Ça la rend, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 minutes avant et maintenant? Je lui dis écoute, pour moi c'est un réflexe, je ne peux pas concevoir, et ça va peut-être paraître pompeux en fait pour nos auditeurs, qu'avec tout l'accès qu'on a à l'information, qu'on ne la dévore pas. C'est Mhm. vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. Et je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les réseaux. J'y passe beaucoup trop de temps à répondre à des gens à qui je devrais pas répondre. Mhm. Mais le fait est que dès que j'ai 2 minutes,
Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un article du Figaro, du Monde, un article des Échos, ça peut être un article de l'équipe de Zia. Il faut que j'emmagasine quelque chose. J'en ai besoin. Veille perpétuelle. J'en ai besoin. Ça m'épuise, hein, mais j'en ai besoin. Je Ouais, n'arrive pas à décrocher. En vacances, c'est pareil. Il faut que je bouquine. Alors, j'ai du temps pour ma famille, bien évidemment, mais dès que j'ai du temps pour moi, c'est pour faire quelque chose. Et justement, au niveau familial, est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de transmettre à tes enfants, ou c'est fait naturellement ou pas Ah forcément? non, mais déjà d'une, c'est lecture d'histoire obligatoire tous les soirs. Mmh. Et surtout, moi, j'ai ma grande qui a 4 ans et demi, mon petit qui a 1 an et demi, mais ces bouquins, mais c'est n'importe quoi d'ailleurs. La moitié de leur chambre, c'est des bouquins. Non, mais vraiment, c'est pour te dire. Non, et de temps en temps, pour ennuyer ma fille, si elle a pas été gentille, je lui lis un article de l'équipe le soir avant de dormir. Ah Donc elle a d'accord, pas une c'est histoire, elle a un article de l'équipe, mais elle écoute. Et à la fin, elle s'endort quand même. Donc c'est voilà, c'est un peu une punition sympathique entre nous, quoi. d'accord, ok. Non, mais ce qui est bien, c'est que, entre guillemets, depuis tout petit, tu as pu te forger et te créer un réservoir et une capacité d'absorption qui est Bah, immense et qui te permet aujourd'hui de capitaliser dans ton métier. ah ouais, mais moi j'ai vraiment besoin de ça en fait. Si tu veux, moi je suis un financier littéraire. Vraiment, j'adore lire, j'adore écrire. On en reparlera un peu plus en avant. Mais ouais, moi j'adore les tournures de phrases. Je suis admiratif des grands orateurs, même des pires grands orateurs, de ceux Mmh. avec qui je ne suis pas d'accord du tout. Mais voilà. Donc ouais, Très bien. les mots ont un sens pour moi. Bah, super. Et actuellement, qu'est-ce que tu es en train de lire? Si on peut faire aussi un petit zoom sur la littérature pardon, sportive, Bien le sûr. dernier bouquin de sport. Alors en ce moment, je viens de finir un livre et enfin, je pense que ça va te faire sourire quand je vais te dire lequel c'est, livre sportif. Et je suis en train de lire Le courage de la nuance de Jean Birnbaum. C'est un philosophe et ça fait longtemps que j'avais acheté son livre. Ça doit faire 3 ans. J'avais jamais pris le temps de le lire. Et c'est le titre qui moi m'avait attiré. Et je trouve que on est dans une société où, c'est très cliché de le dire, mais c'est vrai, où tout se polarise, Tout à où fait. si tu n'as pas un avis clivant, offensant, tu n'existes pas, où la nuance, l'entre-deux, la tempérance est prise pour de la faiblesse, alors que c'est parfois le plus courageux, hein, Ah, justement, clairement. d'essayer intellectuellement de se frayer un chemin entre deux opinions très clivantes, c'est parfois plus courageux, plus difficile et plus audacieux. Mais voilà, donc ça parle c'est un livre qui parle notamment de fair play et si tu veux, c'est un bouquin qui moi m'a vraiment plu, attiré et dans lequel je me retrouve. Ok. Et au rayon sport? Ah, au rayon sport, j'ai fini Gaulle de Maxime Ah, Brégant. Alors super. si tu veux, alors je crois que tu le reçois bientôt. Ouais, on l'a reçu, mais Vous l'avez reçu. enfin, au moment où ce numéro sortira, il sera sorti l'épisode. D'accord. Alors moi je suis c'est marrant parce que j'ai une carrière j'ai joué au foot de 6 à 39 ans D'accord. sans discontinuer. Et alors moi je suis gardien qui a été perturbé par sa croissance, qui a joué en U13, U15, U17 sur le champ, latéral droit parce que j'étais trop petit. D'accord. Donc j'ai joué latéral droit, alors libéraux à l'époque parce qu'on jouait avec un libéraux et j'avais des qualités, notamment jeu long, anticipation, qui me permettaient d'être très correct à ce poste. Mais moi je suis un gardien dans l'âme et j'ai jamais été bien entraîné. Et donc en fait, si tu veux, et je trouve que c'est vraiment le poste qui est le plus mal appréhendé par la critique sportive. Même, je vais te dire quelque chose, même les anciens gardiens en parlent mal. Ah Et oui. à chaque fois que j'ai entendu Michael Landreau, Greg Coupé, ils m'ont jamais vraiment donné plus de biscuits qu'un consultant normal. Et je trouve que les gardiens c'est vraiment le poste le plus impitoyable et le plus mal lu. Hum. Et alors, je m'attendais à un livre chiant. Et je l'ai dit d'ailleurs à Maxime en fait par Ah, message. J'ai dit, je m'attendais à me faire chier en fait.
Et je trouve que le bouquin est formidable. Il est pédagogique, il est original, il a balayé les gardiens des autres disciplines. Il est allé voir un philosophe qui était gardien de but. Il s'est intéressé au développement du poste. Et les passages sur la compréhension du poste à l'Ajax, la compréhension du poste par Suodo et Denouex est absolument fabuleux. Donc j'ai pas envie de spoiler le livre, mais quand je l'ai refermé, je me suis dit waouh, ça fait longtemps, parce que moi, tu vas voir, j'ai un prisme très anglophile, que j'ai Oui, pas lu un bouquin de foot français aussi bon. on est d'accord. Bah, moi, ce que je lui ai dit quand je l'ai reçu, pour moi, c'est le digne héritier, entre guillemets, des managers. Euh, Je vais pas, je vais en parler un peu plus loin, ok. donc voilà. Donc, Mais il est, en fait, lui, il fait partie vraiment je sais même pas si je pense qu'il est journaliste, Maxime. eux aussi, il est journaliste, et puis tous ces Mais papiers qu'il fait, c'est, il fait partie de cette poignée de mecs qui aident à comprendre le foot. clairement. Lui, Julien Maumont, Christophe Kuchli, Cosmidis, Florent Tonuti, waouh, tu sens que ça réfléchit, quoi. Hum, Et c'est pas en fait, si tu veux, c'est pas de la tactique pour faire de la tactique, c'est pas de la masturbation intellectuelle pour faire de la masturbation intellectuelle. D'ailleurs, je recommande les vidéos de Flo Tonuti sur ouais, YouTube qui sont brillantissimes. J'espère que un jour tous ces mecs-là, en fait, il y en a qui ont déjà accompagné Julien hum. Maumont d'ailleurs, il accompagne Mathieu Bonnemer au Havre, auront des postes à la hauteur de leur talent, parce que ça fait vraiment du bien de les avoir. Mais moi, j'espère aussi que Monsieur Tonichi, il aura l'occasion prochainement d'avoir son émission comme Dataroom à l'époque. Je sais pas si ça te parle ou pas. Bien Un sûr truc que ça comme me ça parle. Moi, je le connais aujourd'hui. très bien, Flo. Voilà. Et parce qu'on est supporters de Bordeaux tous les deux, parce que moi j'avais fait un podcast pour lui, parce que je suis énormément son travail. Et c'est un mec top. Enfin, vraiment, franchement, si lui finit pas dans un grand club, c'est qu'il y a, je pense déjà qu'il y a un problème de népotisme dans le foot, hein, ou d'entrisme, mais c'est que le problème est encore plus sérieux que je le pense. Bon, on va lui souhaiter le meilleur et je pense que même lui, sur ses projets Insight et tout ça, il avance bien de son côté aussi également. Et du coup, donc là, dernier livre, Goal, très bien. Est-ce que t'as d'autres disciplines que le football qui t'intéressent quand tu es dans la librairie ou la librairie Sport, tu parles? numérique? Ouais, sport, ouais. Ah, enfin, sport US. D'accord. Clairement. Moi, s'il y a bien, alors c'est plus au niveau documentaire parce que je trouve que les livres, à part l'espèce de biographie de Bill Belichick, qui était l'entraîneur de la dynastie des Patriots Mmh. pendant longtemps, qui a été le découvreur de Tom Brady notamment, je trouve que les livres sont un peu ennuyeux sur le foot américain, mais le foot américain, c'est une discipline moi que je trouve ultra intéressante dans la stratégie, dans la gestion humaine, parce que des staffs de 50, de dizaines de personnes et un effectif de plus de 80 personnes à manager, Mmh. en termes de momentum de performance où il faut être performant, où tu te prépares pendant 6 mois pour faire une saison qui dure 3 mois, tu peux être, c'est impitoyable. Encore plus le football américain. Parce que tu peux faire une saison invaincue comme les Patriots en 2008 et perdre le Super Bowl contre les New York Giants, sortis d'absolument nulle part. Mmh. Tu peux faire une saison régulière exceptionnelle et sur une rencontre, tu peux aller jouer à Green Bay en janvier, le terrain est enneigé, ton quarterback glisse, fumble et ça y est, c'est terminé, tu sors. Alors que tu as fait une saison régulière extraordinaire. J'ai vécu pendant 4 ans aux États-Unis et c'est vraiment un sport. Alors, je suis pas du tout un spécialiste, mais qui me passionne. Et tous les documentaires sur le foot américain, je les avale, mais en 2 jours. Je trouve que c'est un sport absolument fascinant. Donc voilà, c'est un autre Ouais. sport vraiment qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, moi, j'ai habité 6 ans à Londres. Et quand on a la chance d'habiter au Royaume-Uni, c'est la mecque du livre sportif. Ouais. Chaque joueur a son autobiographie, chaque entraîneur a une ou deux biographies, autobiographies, dans les rayons de Waterstones ou des autres énormes librairies. Ça, mais des pans entiers de bouquins sportifs. Donc voilà, là j'ai vraiment eu la chance d'habiter. Et d'ailleurs j'ai ramené, c'est marrant parce que on est rentré avec ma femme à Paris, j'avais une valise mais entière de bouquins. Ouais, c'est assez
moi, je suis un peu jaloux de ce côté-là aussi au niveau britannique, où ils ont une offre pléthorique, et ne serait-ce aussi que dans le traitement des articles et les plumes des journalistes. Euh, Guardian, The Athletic, masterclass Ah, à chaque fois. intellectuellement, c'est incroyable. Enfin, vraiment, intellectuellement, il y a Jonathan Wilson, Matt Slater, Simon Kupfer, c'est des mecs, waouh. C'est un vrai niveau. Ouais, des fois, tu te mouilles la nuque quand tu, tu passes en Ah, VF. et ils ont pas peur, en fait, ils ont pas peur d'intellectualiser, pardon, notre sport. Non, non, c'est ça. Je trouve, vraiment, oui, c'est admirable. Très bien. Et du coup, vu que tu as un travail qui est très prenant, Mhm. comment tu t'organises en termes de timing pour allier et vie pro, et vie perso, et contribution dans certains médias? Bon, tu sais, alors, même ma contribution, tu sais, moi, j'ai pas le niveau, et d'ailleurs, c'est complètement logique, hein, d'exposition d'un Mmh. Walid, d'un Elton, d'un Daniel, d'un Kevin, qui eux sont des réguliers et ont des dates régulières. Moi, j'interviens en moyenne un peu plus l'été ou pendant les creux, mais c'est une fois par mois, je pense, une ou deux fois par mois. Donc c'est complètement supportable. Et après, en fait, moi, pour tout ce qui est lecture, j'ai surtout une femme qui est extraordinaire. Enfin, c'est de toute Mmh. façon qui est très compréhensive, qui sait que j'ai besoin de mon temps pour moi, que j'ai besoin de mon temps de lecture, que j'ai besoin de mon temps foot, que j'ai besoin de m'enrichir. Et voilà, après c'est à moi aussi de le faire en bonne intelligence et de ne pas et la négliger, et négliger les enfants, et aussi de moi trouver ma famille, c'est ma bulle en fait en dehors de ce bouillonnement qu'il y a toujours en fait. Ça me permet de relâcher aussi parfois. Donc voilà, mais enfin tu sais, c'est vraiment moi ma vie personnelle, c'est ma femme. Voilà, c'est uniquement grâce à elle que j'ai ce temps en fait pour. Je la remercie, je la remercierai assez jamais d'ailleurs, Ouais, jamais assez pardon. c'est très bien. Et du coup, sans transition aucune, on va rentrer dans le vif du sujet Mhm. au niveau économique. On dit que la situation des clubs français est critique. Est-ce que tu peux nous dire quel est le niveau de criticité réel de ces clubs professionnels dans notre chère Ligue 1, Bah, je vais te Ligue donner 2? des chiffres de toute façon, Hum, puisque écoute, on va y aller en descendant comme on descend, tu sais, un compte de résultats. hum, Et donc, en 2023-2024, c'est le dernier exercice, parce que tu sais que les exercices financiers fiscaux vont de juin à juin, donc se calquent un peu sur la saison pour les clubs. Donc, c'est le dernier exercice publié. C'est justement ça, c'est 2023-2024. Les clubs de Ligue 1 ont perdu avant transfert 802 millions d'euros. 802 millions d'euros. Donc ça fait plus de 40 millions d'euros en moyenne de pertes. Alors il y en a certains, on en parlera parce qu'il y a quand même une hétérogénéité des situations financières, mais ils ont perdu 802 millions d'euros. Donc quand tu perds 802 millions d'euros avant transfert, tu as deux choix pour équilibrer ton exercice. Tu as deux options. Ta première option, c'est le trading, la vente de joueurs, ce qui a toujours maintenu les clubs à flot. Et la deuxième option, c'est d'avoir recours à tes actionnaires. Mais tu as certains actionnaires qui sont plus à la surface financière plus importante que d'autres. Et ce que je te dis, ces 802 millions d'euros, c'est en tenant compte de droits télé à 723 millions d'euros au total, et de CVC. Parce que n'oublions pas que hum. 2023-2024, pour les clubs européens, il y a encore des clubs européens qui touchaient CVC. Donc, je te laisse imaginer la situation financière en 2024-2025 et en 2025-2026 quand s'arrêtera le 9e match BIN et la prime et l'indemnité d'Azone. Donc, en fait, si tu veux, cette situation, tu es dépendant à deux choses. Bras gauche trading, mais c'est problématique parce que d'une, tu as une position de vendeur qui est Hum. faible sur le marché, où l'Europe entière connaît la situation des droits télé français. Donc, tu n'es pas, à moins d'un cas exceptionnel comme Jérémy Jacquet, où il y avait une guerre Chelsea-Liverpool pour faire monter les prix, tu n'es pas en situation
d'attendre une mise aux enchères pour maximiser le prix, pardon. Et surtout, tu as un risque réglementaire. On l'a vu par exemple à l'époque avec le Brexit, où la limitation ou le système de permis à points de joueurs étrangers a baissé l'attractivité et donc le prix du joueur français de façon temporaire. Tu n'es pas à l'abri d'une révolution de la régulation financière comme les lois Tebas en Espagne, qui ont sévèrement durci les conditions de recrutement. Tu n'es pas à l'abri de la mise en place d'un fair play financier futur en Italie, par exemple. À côté de ça, tu as des effets d'aubaine, où tu as l'Arabie Saoudite qui est sortie d'absolument nulle part et qui te devient en fait une porte de sortie pour cependant les meilleurs joueurs. Mais après, à contrario, pendant longtemps, on s'est dit, de toute façon, au pire, ça fonctionne pas, on va l'envoyer en Chine. Mais on voit qu'il y a aussi un risque politique parce que le gouvernement s'est dit, en Chine, ah bah tiens, finalement, cette nouvelle ligue chinoise, elle ne laisse pas assez de place aux footballeurs locaux. Donc, en fait, on va imposer une taxe de 100% sur les prix de transfert, ce qui fait que plus personne n'est allé en Chine. Il y a qu'Oscar qui est resté. Donc, tu vois, quand tu dépenses au trading, tu dépends d'énormément de choses. Et ensuite, tu dépends de l'actionnaire. Et cette crise financière, alors c'est une opportunité pour certains clubs à mécène, comme le Paris FC, comme l'OM, qui peuvent, avec l'aide de leurs actionnaires, amorcer la pompe et continuer à amorcer la pompe à recruter pendant que les autres tirent la langue. Mais on a de plus en plus un schisme entre le PSG, l'OM, Rennes, Strasbourg, Lens, Rennes, même si Lens c'est un actionnaire très raisonnable, on va en parler, le Paris FC, Saint-Étienne ou Nice, qui ont un actionnaire qui est capable de supporter les coûts et qui veut supporter les coûts, et les autres, où l'actionnaire ne fait que boucher les trous, mais c'est déjà énorme, par exemple dans le cas de Nantes où Kita a mis plus de 40 millions d'euros, mais où tu désinvestis. C'est-à-dire que tu ne fais plus que boucher les trous et tu n'investis plus pour créer de la richesse. On le voit par exemple à Nice. Donc, cette crise des droits télé, non seulement tu es plus faible, mais en plus, tu as un championnat plus égalitaire. Donc, un produit moins intéressant aussi. Donc, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Et justement là-dessus, au niveau des droits télé, parce que c'est l'un des premiers postes on va dire de ressources pour les clubs. Qu'est-ce qui se passe si demain Ligue 1 Plus ça marche pas comme DAZN Quack, Mediapro Quack, si on a un nouveau Quack, qu'est-ce qui se passe? Bah, de toute façon, écoute, les droits télé, c'était 28% des ressources c'était 28% du chiffre d'affaires de la Ligue 1. C'est 30% l'année d'avant. Grosso modo, c'était toujours un tiers. Et surtout, c'est un tiers, mais c'est un chiffre qui veut pas dire grand-chose parce que les clubs européens ou les clubs qui ont une énorme image de marque, une force de frappe, sponsoring et recettes, comme le PSG, c'est 22%. Montpellier, c'est 66%. Donc en fait, il y en a pour qui c'est ennuyeux, il y en a pour qui c'est potentiellement vital. Et ces droits télé, j'entends beaucoup qui me disent « Ah oui, mais il va falloir que les clubs se désintoxiquent des droits télé, ça va être très bien, il va falloir qu'ils se focalisent sur le sponsoring, il va falloir qu'ils se focalisent sur les revenus au stade. » Mais ça, c'est un discours de riche. C'est un discours de bourgeois des grandes villes, ça. Enfin, je suis capitaliste. Hein. Je suis pas du tout en fait de faire de lancer un discours insoumis ou quoi que ce soit, même si il y aura aucun problème à cela. Mais je vais te donner un petit case study. Pau, club qui marche bien, de Ligue 2, qui commence à se stabiliser en Ligue 2, même s'il y a quelques problèmes internes en ce moment, mais qui vend très bien. Ils ont mis en avant des joueurs. Ils ont mis Moussa Silla à Schalke il y a quelques années, par exemple. Donc club qui sur un petit marché, mais un Oostkamp qui leur stade qui se remplit très correctement. Pau, c'était 3,7 millions d'euros de droits télé il y a 2 ans. C'était 42% de leur chiffre d'affaires. C'était 2 fois le sponsoring, les droits télé. C'était 7 fois leur recette de match. 7 fois. Comment tu leur dis, dans le marché où ils sont, avec le bassin économique qu'ils ont, avec la proximité des Girondins, la proximité de Toulouse, la proximité, si on va de manière un peu élargie de l'Espagne,
Comment tu leur dis, bah, t'es bien gentil, mais t'es 3,7 millions, maintenant, il reste plus que 800 000 euros, mais tu sais quoi, t'inquiète pas, bosse un peu, augmente le sponsoring, augmente, en fait, tes recettes match. Mais les mecs, en fait, si tu veux, ils avaient toujours tablé sur un chiffre d'affaires plus ou moins de 8 millions d'euros. Ils avaient une masse salariale à 5,7, donc à 60%, mais ce qui est pas délirant, en fait, si tu veux, ce qui est beaucoup, mais pas délirant pour la Ligue 2, ce qui est plus bas que les limites, que le maximum de F1, par exemple. Et maintenant, tu vas leur dire, ah bah, tu sais quoi? Bah, t'as qu'à baisser la masse salariale de tes joueurs. Et, ben, en fait, c'est vraiment du yaka faucon. Tu Mmh. vois? Se dire, en fait, que, ah, mais les clubs, ils ont qu'à faire autrement. Mais ça, c'est un discours de riche. Mais comment fait un club sans actionnaires à la surface financière énorme? Parce qu'on parle quand même de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros par an. Il n'y a pas énormément de personnes physiques en France qui peuvent sortir 10 millions en monnaie sonnante et trébuchante tous les ans. C'est impossible. Et donc, comment tu fais pour eux? Et c'est eux qui m'inquiètent. Parce qu'en fait, Ligue 1+, c'est très bien, c'est un magnifique produit, c'est bien présenté, c'est pas trop mal produit, mais le fait est que pour avoir le niveau de redistribution de DAZN, qui était d'ailleurs le plus bas depuis 20 ans, il faudrait qu'on ait pas loin du triple du pic d'abonnés d'Amazon Prime. Pas loin du triple d'abonnés d'Amazon Prime. Donc moi, je veux bien entendre que c'est la solution, mais en fait, on nous fait croire que Ligue 1+, ça a été un choix, ça a été un choix, mais c'était une obligation, parce que Mmh. personne n'a enchéri. Personne n'a enchéri. Donc moi, si on arrive à me dire qu'avec toute la Ligue 1, avec peut-être la Coupe de France et la Ligue 2 et la Youth League et les matchs de préparation, on arrive à un socle de 4 millions pour permettre de rémunérer les clubs qui se plaignaient déjà de l'époque d'Azone. Mais pourquoi pas? Mais très franchement, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méthodes couées. C'est comme disent les Anglais, c'est un wishful thinking. Mmh. La Ligue 1+. On a essayé, on essaye toujours, et je comprends plus ou moins qu'on continue d'essayer, mais je suis très sceptique sur le fait que la pérennité financière et la compétitivité financière des clubs français viennent de Ligue 1+. Et après, il y a aussi l'aspect, le coût de l'abonnement, parce que j'ai entendu dire que ça allait augmenter normalement l'année prochaine. Mais écoute, Comment tu veux augmenter ton nombre d'abonnés si tu augmentes les prix aussi, moi, quoi? C'est pas. le vrai problème, en fait, si tu veux, et il est insoluble, c'est le piratage. Mm. Écoute, moi, je donne des leçons à absolument personne. Mais comment veux-tu lutter contre un outil, l'IPTV, où tu n'as plus de cette espèce de barrière technologique où, au pire quoi, tu vois les buts une minute après? Mais qu'est-ce que tu t'en fous quand tu payes 100 balles par an pour toutes les chaînes sportives du monde? Tu t'en fous. Tu les écoutes avec des AirPods ou avec des boules caisses et comme ça, t'entendras pas le voisin hurler. Mais, Mhm. mais objectivement, euh, tant qu'il, je pense toujours que les voleurs iront toujours plus vite que les gendarmes. Mais tant que tu auras l'IPTV, je vois pas, à moins d'un geste citoyen, d'ailleurs c'est du Kevin Diaz et Daniel qui en parlaient dans une de nos émissions, mais tant que tu n'auras pas de geste citoyen ou une prise de conscience des consommateurs qui se diront, mais si on veut avoir une Ligue 1 compétitive, il faut qu'on paye. Enfin, le Spotify du foot, soit il y a un Big Bang des droits télé et tout s'effondre et on a un Spotify du foot, Mm. ou ça va être très compliqué. Ah, c'est sûr. Et après, La tu seule parlais solution, c'est le aussi. retour c'est le minimum garanti. À beaucoup moins, Oui. ce serait que ce minimum garanti, ce serait de convaincre Canal ou de convaincre Bein ou de convaincre quelqu'un qu'avec un socle d'abonnés, parce que ce sera forcément ce qu'on appelle un cross-seller. Ce sera pas un spécialiste ou un pure player, parce que tous les pure players se sont plantés. Amazon, ils proposaient quasiment que de la Ligue 1. Ah, Amazon Prime, ok, d'accord. Mm. Mais ils se sont plantés. DAZN, pure player, ils se sont plantés. Mediapro, pure player, ils se sont plantés. Canal a eu besoin de la Ligue 1 pour virer des concurrents et pour étoffer son bouquet. Mais en pure player, je vois pas comment tu peux être rentable. Ouais, non, mais c'est sûr. Et après aussi au niveau des actionnaires, tu dis ça remet au pot et tout ça, mais les actionnaires, c'est pas des philanthropes. À un moment donné, Mais surtout, d'une, c'est pas des philanthropes. De deux, en fait, si tu veux, cette histoire de droit télé. Alors, tu sais qu'on arrive, on arrive sur la jante, parce que, ok, d'accord, on se gargarise de vendre 700, 800 millions d'euros, mais si tu regardes bien la courbe de la valeur de marché des joueurs, elle est en train de plonger.
Donc tu feras pas 700 ou 800 millions d'euros de trading tous les ans. Ensuite, les actionnaires, bah, je pense que quand quelqu'un a mis 1, 2, 3 fois, 10, 20, 30, bah, il va commencer à s'essouffler. Et surtout, on en parlera dans la valorisation, mais qui pour acheter nos clubs? Quel intérêt maintenant pour un investisseur d'acheter un club? On en parlera plus tard, mais voilà. Et au niveau de l'actionnariat et justement et du sponsoring, on voit que dans d'autres disciplines, bah, tu as des grosses marques françaises qui n'hésitent pas à mettre au pot et à mettre en avant leur image pour les associer à certains clubs. Au foot, très peu. Bah, il y a eu, Pourquoi? il y a Pinot, Arnaud, il y a Niel maintenant qui a un projet un peu philanthropique, il y a Nicolin, mais pourquoi? C'est aussi une question de coût. Moi, je crois pas à la mauvaise image du foot. Je crois pas que le foot ce soit. Je crois pas aux théories qui sont la plupart du temps d'ailleurs propagées par des gens d'un bord politique qui est pas forcément le mien, mais qui disent que le foot de toute façon c'est un sport de voyous, c'est un sport qui est essentiellement pratiqué par la classe populaire, que c'est un sport qui est pratiqué par les personnes issues de l'immigration. Moi, je suis désolé, tu sais, moi j'habite à Neuilly, donc moi je suis un bourgeois, j'habite chez les riches, et je vois tous les petits et des petits dont les parents gagnent 4-5 fois plus que moi, qui ont l'attirail de l'Olympique Neuilly, et l'Olympique Neuilly, tu peux pas inscrire ma fille, hein, il y a une liste d'attente. Donc c'est pas que les pauvres qui jouent au foot. Voilà, donc c'est faux, c'est absolument faux de dire ça. Et ensuite, je suis pas sûr que les marques dont certaines sociétés de paris qui honteusement ciblent les jeunes issus de l'immigration, on va mettre la daronne à l'abri, tout ça. Tu sais, il y a certaines marques en fait qui arrivent à faire leur beurre parfaitement sur le football. Donc je suis pas sûr en fait que le football ce soit un mauvais choix, et je suis pas sûr que ça puisse dégrader une marque. C'est pas parce que un mécène va racheter Lille et qui y a je sais pas, un joueur prend un rouge, ou un joueur ne met pas le brassard arc-en-ciel, ou il y a des incidents dans les tribunes, que ça va dévaloriser son image de marque. C'est un problème de coût. Et c'est-à-dire que quand tu fais un contrat de sponsoring, tu as un coût fixe, allez, peut-être avec un bonus en fonction du chiffre d'affaires, mais tu as un coût fixe que tu peux prévoir, et une durée d'arrêt. Quand tu commences à racheter un club, mais mon pote, mais t'as le doigt dans l'engrenage. Si les droits s'arrêtent, tu dois remettre 10, 15, 20 millions. Et si t'arrêtes de financer et que tu rends les clés, comme Lopez l'a fait, mais t'es un paria. Mais t'es un paria. T'es le plus gros des radins. T'es un assassin social. Et je vais te dire quelque chose. Je vais donner, je suis un peu long, mais une petite histoire. J'ai une copine qui était multimillionnaire à 30 ans, qui a vendu je vais pas donner son nom parce qu'elle recherche actuellement un club. Elle était millionnaire à 30 ans, millionnaire de la tech, multimillionnaire. Depuis, elle fait énormément de lobbying pour pousser les femmes, notamment les femmes issues de quartiers populaires, vers l'entrepreneuriat, pour les aider. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi de son argent. Et là, un jour, elle m'appelle, elle me dit: David, on se connaît depuis très longtemps. J'ai envie de racheter un club d'Arkema. Et elle commence à regarder son business plan et tout. Elle me dit: ouais, au pire si ça marche pas et tout. Je lui dis: non, mais attends, il y a pas de si ça marche pas. Là, en fait, si tu veux, un club, c'est ancré dans le territoire. Détenir un club, ça va te donner, et toi tu le veux pas, mais il y en a qui le souhaitent, une réverbération médiatique énorme. Tu vas faire la une du Canard régional, mais toutes les semaines, que ça aille bien ou que ça aille mal. Donc c'est ça, posséder un club. C'est aussi, alors c'est bien parce que je pense que c'est des grosses PME, des clubs, donc quand ça marche bien, ça te donne une aura nationale. Jean-Pierre Caillot, personne, après Châlons en Champagne, personne ne le connaîtrait s'il détenait pas le Stade de Reims. Mais vraiment, Rousselot est magnifique réussite, mais c'est un proprio de supermarché. Enfin, Martel, c'est un mec qui avait le Galibo, c'est un proprio de journal de petites annonces. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça te donne une aura, une réverbération incroyable. Incroyable. Alors, le dernier exemple en date, Olas. Olas, succès de Noël, hop, tremplin vers... Mais il va faire la politique. Moi, le club de ma ville, Saint-Quentin, ils sont montés jusqu'en D2 à l'époque où il y avait 2 poules au début des années 90. Maintenant, ils sont à N3, ils oscillent entre la N2 et la N3. Ils sont peut-être un peu trop gros pour la N3, un peu trop petits pour la N2. Et
Marc Antonini, qui est un gros avocat, qui a été le bienfaiteur pendant des années du club, mais c'était Don Corleone quand il marchait en ville. Ah Tout oui. le monde le connaissait. Tu repérais la BMW de Marc Antonini. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. C'est que ça te donne. Et lui, je pense qu'il le recherchait pas forcément. Je jouais avec son fils d'ailleurs moi. Mais tu vois, enfin, le foot, c'est dingue. Ouais, c'est sûr. Et au niveau des marchés, là, tu parlais de qui va acheter un club aujourd'hui. Donc, tu es en train Qui de me dire que la cote de la Ligue 1, contrairement à ce qui Ouais. se dit un peu partout, Mais qui achète des c'est clubs zéro, d'ailleurs? quoi. Mais tout le monde est en vente. Mais alors, si les La clubs grande valaient quelque braderie. chose, mais on se battrait. Mais tout le monde est en vente. Mais Nice, Radcliffe, ça Ah oui, fait il a longtemps. arrêté. Hein. Mais lui, il veut plus mettre un bal. Il a divisé par 4 son prix. Il veut plus Mhm. mettre un bal. À Monaco, le mec, Vassiliev, pas Vassiliev, Ribolovlev, Mhm. excusez-moi, Lapsus. Ribolovlev. Mais il veut plus mettre un bal. Enfin, c'est fini. En Ouais. plus, Monaco, si tu veux, il y a plus de business model. Mhm. C'est fini avec les règles européennes, avec le squad cost ratio qui t'impose, qui te plafonne tes dépenses un pourcentage un pourcentage de tes revenus. Mais t'es mort. Mais t'es mort. Tu fais 50 fois de moins de revenus sponsoring au stade que l'OM. Mais tu peux pas. Qui va y aller? Ton seul, ta seule planche de salut à Monaco, c'est de faire du trading très haute fréquence. Mais tout le monde est en vente. C'est ça. Saint-Etienne, ça a été en vente pendant 10 piges avant que ce soit racheté. Bordeaux, ça a été en vente, ça a été racheté qu'à la casse. Mhm. Même Lens, et on pourra en parler, même Lens cherche un investisseur minoritaire. Il a du mal à en trouver. Keller, pourquoi tu crois qu'il a vendu à Bluco? Parce que c'était une planche de salut inespérée. Kita, il cherche des investisseurs, il n'a jamais trouvé. Serein, il cherche des investisseurs, il n'en a jamais trouvé. Tous les clubs de Ligue 2, c'est soit pour faire de la multipropriété, soit rien du tout. Mhm. Mais, 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 en fait, le problème, c'est que il n'y a plus, en l'état actuel des choses, à moins de faire d'un club français une filiale de multipropriété, comme Black Knight est en train de le faire à Lorient, tu n'as plus aucun intérêt d'acheter un club français. C'est fini. Et en fait, si tu veux, ces actionnaires, le problème, c'est qu'ils confondent valeur, la valeur de leur club, ce qu'on est prêt à payer, et valorisation, ce que le montant auquel eux le valorisent. Et eux, ils le valorisent généralement combien? Il fait, bah regarde, j'ai mis ça dans le club, bah moi, je vais retrouver mon oseille. Mais, ouais. Mais c'est fini, en fait. Ça Bah bien perd sûr que c'est modèle. fini. C'est... Bien sûr que c'est fini. Ouais. Non, mais c'est Bien sûr. sûr. Parce que regarde de toute façon, c'est très simple. Comment tu valorises un club? Le club, tu le valorises, tu as plusieurs façons. Mhm. Alors, c'est une société, généralement, époque, mode Jean-Michel Aulas on, c'est un multiple d'EBITDA. Donc, ton revenu d'exploitation, avant impôt, amortissement et intérêt, c'est un multiple. À l'époque, en fait, les grosses entreprises de la tech, c'était 20 fois ton EBITDA. Les équipes, les sociétés s'échangeaient à 20 fois l'EBITDA. En France, comme l'EBITDA est, comme on en parlait en introduction, régulièrement négatif, c'est un chiffre d'affaires. C'est ce que tu génères. Même pas ce que tu dépenses, c'est ce que tu génères. Et un club de Ligue 1, c'est 1 à 2 fois le chiffre d'affaires. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Dans un monde où tu n'aurais pas à, à combler les pertes et à amorcer la pompe pendant 5, 6, 7 ans. Où tu n'as pas de stade en propre. Donc en fait, si tu veux, moi je serais tenté de te dire que en Ligue 2, il y a peu de clubs qui valent plus que l'euro symbolique. Et je te dis sans provocation aucune. À ce point. Ah, moi je dédommagerais quasiment aucun actionnaire de club. Ou alors, mais à une somme symbolique. Peut-être que je lui donnerais ce qu'on appelle un earn-out, c'est-à-dire un pourcentage de la vente, D'accord. mais jamais j'irai dépenser 1 euro pour sauver un club de Ligue 2. Alors là, ou alors vraiment une somme symbolique. Avec tout ce que je vais mettre pour le faire tourner, Mhm. mais dans ce cas, j'ai envie de le dire à ceux qui sont vendeurs, mais pourquoi tu le gardes pas en fait si c'est un bon deal? Mhm. Pourquoi tu le gardes pas? Vas-y, continue. C'est quoi? Mets pendant 2-3 ans tes 2, 3, 4 millions d'euros et puis je reviendrai te voir et puis on verra combien tu me le vendras. Donc aujourd'hui, l'actionnaire, c'est je remplis un seau percé. Exactement. Pour la plupart, hein.
Ah ouais, Pour ouais. la plupart. Après, il y en a qui créent de la valeur. Mais après, tu sais, les actionnaires ont des visées un peu différentes, hein. Il y en a pour qui c'est une danseuse, il y en a qui font du mécénat, il y en a qui ont une approche fonds d'investissement rationnelle, un peu comme Redbird à Toulouse. Ça dépend. Mais là, c'est de l'em- c'est empêcher la destruction de valeur. À Nice, par exemple, c'est empêcher la descente en Ligue 2 et alors que là, ce serait là, tu parles. Ouais, on va te mettre en situation. Demain, tu es missionné par un fonds d'investissement. Ouais. Il te dit, je veux investir en France, trouve-moi une opportunité. Toi, tu Mhm. partirais sur quel club? Ouais, Ligue 1, Ligue 2. ouais, je l'ai déjà, un Red Star. C'est évident. D'accord. Bon, Red Star, tout est réuni en fait, en plus. En plus, je connais un peu en fait l'environnement local. Red Star, c'est quoi? C'est un actionnaire vendeur. Parce que l'actionnaire actuel, c'est le créancier de l'ancien actionnaire, le tristement célèbre 777 Partners, qui a planté absolument tous ces clubs. C'est ACAP. La compagnie d'assurance qui les finançait, c'est eux l'actionnaire. Donc ils sont vendeurs. Il y a un stade qui sera en propre. Donc ça te différencie en Ligue 1. Et le promoteur a connu des problèmes financiers. Donc en fait, je pense que tu as un vrai deal à faire avec le stade, tu as un vrai deal à faire avec l'actionnaire. Tu auras ton stade qui est pas encore fini. C'est-à-dire que tu arrives, ton fonds d'investissement, tu dis, bah voilà, le stade est pas fini, tu vas pouvoir le faire à ta main. Tu mets des hospitalités ici, une tribune enfant ici, une tribune debout là. Tu vas pouvoir le modeler, en fait, ton stade. Il est encore à faire. Ensuite, tu as une fanbase qui est virulente, mais raisonnable et fidèle. C'est-à-dire que tu auras toujours un socle au Red Star. Moi, j'y vais régulièrement. C'est le premier stade dans lequel ma fille est allée. Je connais même des représentants de la tribune Rino de la Negra, leur base ultra. Et en fait, si tu veux, ces trois éléments, plus le fait que c'est un club parisien, enfin, Mm. odonien, mais c'est un club parisien, c'est un club qui a une histoire. Je voyais encore tous les hommages rendus au propriétaire de l'Olympique, dont le prénom m'échappe, qui est le bar en fait juste en face de Bauer, qui est décédé la semaine dernière. C'est extraordinaire le Red Star. Et donc en fait, moi ce serait le premier club le seul club d'ailleurs peut-être que j'achèterais avec un fonds d'investissement. Mais j'irai voir le fond, je leur dirais, ils font une stratégie de détention long terme. 7, 10, 12, 15 ans. Faut prendre le temps. Et la première mesure que je prendrais, c'est l'implication des fans. C'est-à-dire que j'émets ce qu'on appelle une golden share, c'est-à-dire que c'est une action dorée. Ça coûtera un montant minime pour les fans et je fais rentrer les fans au capital du club. Je leur donne 0,5%, voire même 1% du club. Ils ne se feront jamais diluer. C'est-à-dire que même si moi, je remets de l'argent pour combler les pertes, eux, ils auront toujours 1%. D'accord. Et avec cette golden share, ils peuvent arrêter un déménagement du club, un changement de couleur, un changement de nom, un changement d'écusson, tout ce qui est lié à l'histoire du club, ils ont le droit de me bloquer. Ok. Ils n'ont pas le droit de me bloquer sur l'ouverture du capital, sur ma politique d'investissement, sur ma politique sportive, sur qui j'emploie, ils ont le droit de mais tout ce qui a trait à donc en fait je les implique et je leur dis voilà, pour moi un club c'est chacun ses responsabilités. Mais c'est une osmose mais chacun chez soi. Vous êtes supporter. Votre rôle n'est pas que de supporter. Je vais vous donner de la transparence parce que j'imposerai une présentation trimestrielle des comptes et de la stratégie. À cette présentation trimestrielle, tout le monde est invité. Tout le monde peut venir poser des questions. Donc, transparence ultime. Par contre, vous avez un droit de regard, mais pas de dicter la conduite sportive et économique du club. Voilà. C'est le deal gagnant-gagnant que moi je ferais, qui serait peut-être refusé. Et à côté de ça, pour créer de la valeur, mais moi j'assume politique de trading et de formation. C'est le seul moyen de créer de la valeur. Politique de formation. Je vais pas refaire le 9-3, le Oui. Paris avec Sao Paulo et Londres. Mm. C'est une mine d'or. Il y en a pour absolument tout le monde. Et politique de trading en ciblant notamment des marchés qui, selon moi, sont sous-évalués. Troisième, quatrième, voire cinquième division anglaise, que des divisions professionnelles, ultra sous-évaluées. Je trouve que le Red Star a un côté anglo-saxon qui est pas du tout en fait assez mis en valeur. Côté très latin aussi dans l'ambiance ultra. Mais voilà, politique de trading, assumé. Mais assumé. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas de joueurs qui vont faire 10 ans au Red Star.
mais politique de trading assumée, mais intelligente. C'est-à-dire que on a un joueur qu'on évalue à 4, 5, dès que ça tape 5, il sort. Et on remplace. C'est le seul moyen de survivre. Et finalement, équipe féminine. Équipe féminine, je m'en fous de perdre 1 million, 2 millions par an. Équipe féminine. D'une, parce que je suis pragmatique et que maintenant les investisseurs sont intéressés par les investissements, tout ce qui est RSE, inclusif, et que ça va parler à des investisseurs. Et de deux, parce que je trouve que le foot féminin est en sous-investissement et que un club comme le Red Star, qui a des valeurs d'inclusivité, d'égalité, voire d'égalitarisme, ça se doit d'avoir une équipe féminine au niveau. Ça coûterait pas énormément parce que tu vas avoir des budgets de 2 millions et demi, 3 millions d'euros. Tu peux trouver des sponsors pour les marques féminines. Tu as même des sponsors dédiés. Donc voilà, équipe féminine. Donc ce serait vraiment, désolé, j'ai été un peu long, mais j'y ai vraiment pensé en fait. Non, très bien, le business blanc, il est là. Le BP, il est là. Voilà. Ah, mais nickel. Et du coup, on va revenir sur un des clubs qu'on avait, donc t'avais évoqué, le RC Lens, qui a fait pas mal d'ajustements cet été dans son actionnariat, les investissements qu'il a réalisés, le rachat du stade aussi. Est-ce que tu peux nous dire, nous décrypter un peu ce qui a été fait par le proprio et pourquoi, selon toi, enfin, moi, j'estime que c'est une masterclass de gestion. Mais parce que c'est le plus intelligent au Gourlian. Est-ce que c'est vraiment étonnant que le plus brillant et le plus intelligent mettent des gens intelligents, ou quand il met des gens moins compétents, ils les sortent rapidement? Est-ce que c'est étonnant? Au final, pas du tout. Il suffit d'écouter Joseph Ougourlian dans toutes ses interventions médiatiques, mais il plane au-dessus des autres. Au-dessus des autres présidents de club, mais je vais pas en citer pour ne pas manipuler les foules, mais c'est au-dessus. C'est un monde, des galaxies au-dessus. C'est des galaxies au-dessus. Et moi, ce que j'aime, c'est gouverner, c'est prévoir. Lui, gouverner, c'est prévoir et oser. Le revirement de stratégie sportive, on lui est tombé dessus, les supporters. Il s'en fout du club. Il est en train de liquider l'héritage du club. Mais il avait anticipé DAZN avant. Alors, il s'était peut-être planté aussi, à un certain moment. Parce qu'il a fait confiance à des mauvaises personnes, parce qu'il a été trop laxiste dans sa gestion de la qualification en Ligue des Champions. Mais c'est là où tu vois que l'affect, en fait, tu te laisses transporter par le football. La réussite sportive peut griser. Mais il a rapidement corrigé ses erreurs. Et franchement, mais quel club a réduit la voilure de façon aussi drastique et de façon aussi intelligente? Parce que pour réduire la voilure, pardon, il faut avoir de la valeur à vendre. Et alors, on a beaucoup critiqué Caillot, mais Caillot, pour le coup, il est en train de faire des coups sur les marchés des transferts, il est en train de s'autofinancer sa descente en Ligue 2 sur 2-3 exercices. Mais le fait est que il avait prévu, il a agi en fonction, il s'est fichu de l'ambiance médiatique et du bruit qu'il pouvait y avoir autour de lui, il a redirigé le bateau et il a osé faire confiance à des novices. C'est-à-dire que il faut en avoir quand même dans le pantalon quand tu te dis, bah, tu sais quoi, moi, je vais aller chercher Pierre Sage, qui est peut-être traumatisé d'ailleurs par son expérience à Lyon, qui a jamais vraiment entraîné au niveau à côté de Lyon, en dehors de Lyon. Je vais aller chercher les cas que moi, honnêtement, je connaissais pas, mais je suis scié du recrutement qu'il est fait. J'avais jamais identifié Jean-Louis Léquin comme quelqu'un ayant les qualités qu'il est en train de démontrer. Mais c'est complètement de ma faute parce que j'ai des préjugés à la con. J'étais encore resté sur Jean-Louis Léquin avec le drapeau corse au milieu de l'Alliance Riviera. Tu vois ce que je veux dire? Ou le Jean-Louis Léquin dans la zone mixte qui va mettre un petit coup de pression en interview et viens, on va... Exactement, non, moi j'étais resté là. Et c'est comme quoi tu vois, il faut pas juger les gens en fait sur des apparences, sur quelques faits séparés. Et Benjamin Parot, c'était un mec qui vient de la com. Le mec qui est passé DG vient de la com. Magnifique. Non mais donc en fait voilà. Donc après on verra à l'usure, on verra quand ça va moins bien, parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est comme je l'ai dit avec Ougourlian, de voir les gens quand ça va pas bien. Moi quand ça va pas bien, c'est là où ça m'intéresse de voir comment les gens réagissent. Et dernier étage de la fusée, c'est un mec qui a réussi à diversifier son capital avec l'entrée d'un fonds régional public et à diversifier ses sources de revenus en rachetant le stade. Alors lui, il veut en faire un lieu de vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ambitieux, mais là encore une fois, il se différencie. C'est-à-dire que
Ça va être un des seuls clubs à avoir un stade en propre. Et pour attirer des investisseurs, bah, il n'y a rien de mieux. Donc le mec, il a réduit les coûts. Il a maintenu le cap, plus que maintenu le cap sportif. Il a mis en place une équipe de gestion qui est jeune et compétente. Et il a diversifié son capital et ses sources de revenus. Ah, bah bravo. Mm. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Après aussi, au niveau dans la vie de tous les jours, t'es dirigeant, t'as des mauvais résultats, tu trinques à un moment donné. Enfin, même n'importe quel salarié, à la fin de l'année, tu fais ton bilan annuel, t'as rien fait, Mais non, t'as des, mais surtout que et la c'est vachement vrai. MSP, C'est vachement. il y a pas de. Mais lui, en fait, si tu veux, il s'est renié même. Il avait fait confiance à Dreossi, à Diego Lopez, et Diego Lopez, en fait, tout le monde s'étonnait. Diego Lopez, il était assistant d'Anmar Lopez, le pire directeur sportif de l'histoire de Bordeaux. Mm. Ça pose quand même un homme, tu vois ce que je veux dire. Et il a dit, ok, d'accord, il a levé la main. Je me suis planté. Désolé. Je me suis planté. On va complètement changer. Et oui, t'as raison sur la responsabilité, mais enfin, dans certains clubs, moi je le vois pas. Je prends l'exemple du Stade Rennais, mais si t'es la famille Pinault, mais dans quel monde tu gardes Arnaud Pouille? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il a fait qui justifie que tu puisses le garder, en fait? Il n'y a Mm. pas un monde où tu peux le garder, c'est impossible. Et c'est certainement quelqu'un qui était peut-être compétent dans ce qu'il avait fait avant au Racing, qui était compétent, enfin, qui a un bilan relativement correct à Lens. Mais c'est impossible, en fait, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est, Après, au Racing, l'après-qualif, oui, non, non, et non, puis non, la non, gestion. mais je parle dans le rugby avant, il était dans le Ah, rugby, je ah parle oui, avant. d'accord, ok. Ouais. Mais, Non, c'est Stade Français Racing. Bon, ouais, je suis en train de, oui. mais voilà, mais c'est, oui, après, enfin, si tu me parles de Vincent Labrune, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Je Mais peux comment pas ça te, se fait qu'un mec comme ça, il s'en sort indemne, en fait, à moi, je chaque suis fois? admiratif, hein. Moi, je suis La admiratif. capacité de. Non, mais mais tu sais que moi, dans mon boulot, j'en vois énormément des mecs comme ça. Des mecs qui ont perdu de l'oseille, mais cycle après cycle après cycle, et Il est qui toujours là. savent, en fait, c'est des mecs qui mettent 20 minutes à écrire un email à leur patron et 1 minute à prendre une décision d'investissement. Tu vois ce que je veux dire? J'en connais, j'en connais beaucoup. Ah ouais, compliqué, compliqué. Et du coup, maintenant, si on élargit un tout petit peu la focale, au niveau européen, quels sont selon toi les clubs les mieux gérés Moi, si on reste sur le top je vais en prendre moi et c'est un peu d'ailleurs le lance anglais, c'est Brighton. Brighton, Brighton, Mister c'est, attends, Bloom? il faut un peu rembobiner. Brighton, ça a été racheté par Tony Bloom, qui est, alors là, il va peut-être avoir un peu des problèmes parce qu'il a organisé des parties de poker, un peu, enfin, ouais, un système, disons, de paris occultes un peu discutable, mais c'est quelqu'un qui a fait sa fortune dans l'aide aux paris sportifs et aux joueurs en ligne, qui vient de Brighton, qui a racheté le club qui était en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1 en 2011, ils sont en Championship jusqu'en 2016-2017, et depuis ils sont en Première Ligue, ils se stabilisent en Première Ligue. Ils ont joué une fois la Coupe d'Europe grâce à Roberto De Zerbi. Ils ont fini 8e de PL l'année dernière. Et surtout, il y a un nouveau stade, l'Amex Stadium, qui est un des stades les plus modernes du royaume. Et surtout, c'est un modèle de gestion absolument hallucinant. Ils ont, depuis, les mecs, ils sont remontés depuis quasi un peu moins de 10 ans. Ils ont 2 des 10 exercices financiers les plus positifs de l'histoire de la Première Ligue. Brighton, un petit marché, hein, de l'histoire de la Première Ligue. Donc c'est essentiellement dû au trading. Ils ont le plus gros en 2022-2023. Ils ont fait 133 millions de livres de profit. Et ils ont le 9e l'année d'après. En 2023-2024, ils ont 77 millions. C'est sur les 3 dernières années, en revenu trading, il y a que 5 clubs qui ont des revenus, qui ont une balance trading positive, où ils sont largement premiers à 230 millions. La City à 196, West Ham à 58. Donc ça te donne un peu, en fait, si tu veux, la capacité de génération de création de valeur qu'a Brighton. Encore une fois, un tout petit marché.
L'année dernière, ils ont moins bien vendu, donc ils ont eu 60 millions de livres de pertes, mais qui est largement compensé par les 200 millions de revenus de positifs qu'ils avaient avant. Et en fait, si tu veux, maintenant, ils jouent sur de velours parce qu'ils peuvent se permettre c'est comme à la roulette. Ils mettent leurs jetons, en fait, un peu partout. Ils peuvent se Mm. permettre de prendre des risques dans le choix de l'entraîneur, avec Fabien Hurtzeler, qui est quelqu'un qui avait entraîné que Sampaoli en deuxième division. Ils peuvent se permettre de balancer quasiment 30 millions sur Kostoulas, qui est un énorme espoir grec, mais qui est untested, unproven au plus haut niveau. Ils peuvent se permettre aussi de faire un coup à la Pascal Gross, de Mm. revenir des joueurs trentenaires. Ils peuvent se permettre, en fait, si tu veux, de diversifier leur stratégie, parce qu'ils sont devenus quasiment indépendants financièrement. Et je compte pas les futures grosses ventes, les Baleba, les Minté, les Ayari, les Diego Gomez. Enfin, c'est un exemple. Il y a eu l'extra sportif, il y a eu la stabilisation, il y a eu la stratégie trading sans perdre leur identité en fait, si tu veux, vraiment sans perdre leur identité. Et maintenant, ils ont même des joueurs en fait qui viennent de leur académie. Inchelwood qui est quasiment titulaire. Donc bravo. Voilà, c'est rondement mené. Et leur recrutement qui est aussi basé sur un algorithme secret pour la Qui vendent data et tout. maintenant. Ouais, oui, je crois que ce que j'avais entendu dire, c'est que Lens se Ouais, serait procuré cet algorithme ouais. pour affiner Ah, leur recrutement. tu te rends pas compte, c'est-à-dire que on est en train de parler. Alors moi, l'adepte du financier, des chiffres, de la data, on est en train de parler d'un club de foot qui est devenu maintenant limite fournisseur de logiciels. Non mais Mmh. c'est incroyable. Ouais, Enfin, c'est diversification. exceptionnel, en fait, si Mmh. tu veux. D'un club qui était en troisième division il y a 15 ans. Donc en fait, c'est possible de faire de l'argent dans le foot. Faut arrêter de me dire que c'est pas possible. Faut juste avoir des bonnes idées et Des aller idées au déjà, ça serait déjà pas mal. ouais. Et au niveau maintenant si on fait une petite digression, on a parlé au démarrage de l'entretien, on va dire ta passion pour la NFL. Si on va un Ouais, peu plus loin sur d'autres franchises de l'autre côté de l'Atlantique, on parle souvent de NBisation du football avec les stats, goal assist, ouais. MVP, en veux-tu, en voilà. Si on essaye de transposer des règles, parce que NBA que tu veux ou non, tu peux critiquer comme tu veux, mais en termes de gestion, je trouve qu'on a des règles qui sont assez faires et vertueuses avec le CBA. Si tu adaptes des règles du CBA à l'UEFA, qu'est-ce que tu prendrais comme règle là-dedans? La luxury tax. Pour moi, c'est Hum, évident. Moi, je suis un fervent partisan de l'instauration en Ligue 1. Alors, il y en a déjà un dans le règlement de la DNCG, mais d'un plafonnement, c'est pas un salary cap, c'est un plafonnement des dépenses, exactement comme l'UEFA, en hum, fonction de la génération de revenus, mais en dur, et au-dessus, avec, tu sais, il y a les first apron, second ouais, apron, avec progressif. exactement des paliers de luxury tax. Vous voulez dépenser plus, mais pas de souci, allez-y. Mais par contre, vous allez payer, et ce que vous allez payer, on va le redistribuer aux autres. Hum, Donc en fait, c'est très simple. Si un club veut amorcer la pompe et pendant 1, 2, 3 ans avoir des dépenses à 120% joueurs, à 120% de leurs revenus, aucun problème. Mais chaque euro au-dessus pour, je sais pas moi, les 5 ou 6 premiers pourcents, ce sera 1 pour 3. Pour 1 euro au-dessus, t'en donneras 3. Après, ce sera 1 pour 7. Après, au-dessus, ce sera 1 pour 15. Et donc, certes, tu vas enfreindre les règles, mais toute la communauté, toute la communauté en profitera. Donc, si tu veux enfreindre les règles, si tu veux que ton club ne soit pas pérenne, attention, il faudra toujours s'assurer que le club soit pérenne. Mais si tu veux que ton club gérer ton club sur des bases non pérennes, il n'y a pas de problème. Mais ça va te coûter très cher et toute la communauté en profitera. Donc tu réduiras de ce fait les écarts. très bien. Et, euh, et du coup, maintenant, on a fait un peu le tour de tous les sujets que je voulais évoquer avec toi. Si pour la suite, si tu as des personnes qui, comme moi, veulent un peu s'acculturer niveau
sport business. Est-ce que tu as des recommandations Ouais, j'en ai plein. J'en ai Ok, plein. dis tout. Que ce J'en ai soit plein. livre ou J'en ai plein. Moi, alors, il y a un site français qui est payant, mais qui est très très bien fait, qui s'appelle EcoFoot, qui est ouais. vraiment 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 bien. C'est Anthony Alice qui est derrière ce site. C'est moi, enfin, j'ai été contributeur. Je suis contributeur occasionnel quand on me le demande. Je suis abonné. T'as un podcast qui est complètement gratuit, qui est anglais, ça c'est pour les anglophones, qui est du pape du football finance qui s'appelle Kieran Maguire, qui s'appelle The Price of Football. C'est parfois très aride parce que tu as des épisodes où il va nous expliquer la stratégie billetterie de Cheltenham ou le nouvel actionnaire de Dagenham en Redbridge en 5e division. Ouais, là, les gars, faut être Ok. costaud, quoi. Mais picorer, regarder et très franchement, c'est hyper intéressant. Il y a un livre que moi je trouve génial sur la gestion de club. C'est quelqu'un qui a pas eu bonne presse récemment, qui s'appelle L'important c'est les 3 points. C'est un livre Ok. de Fabrice Boquet, qui a été président, qui est quelqu'un qui vient de la finance, qui vient du consulting, qui a été à Lorient, qui a structuré Lorient, qui était à Nice, ça s'est pas hyper bien passé à la fin, et qui est maintenant à Al Ahly en Arabie Saoudite. Donc ça se lit très bien. C'est pas mal de méthodologie, il y a pas mal à picorer en termes de management, en termes d'organisation. Ça c'est hyper intéressant et alors pour ceux qui sont abonnés à The Athletic, les articles financiers de Chris Watherspoon et Matt Slater, c'est un must. C'est vraiment, 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 vraiment très, très bien. Très, très bien. Et il y a un site, pareil, qui est en langue anglaise, qui s'appelle The Swiss Ramble. C'est un espèce de blog qui décrypte les finances des clubs. Et c'est encore une fois passionnant. Donc voilà. Il y a beaucoup en langue anglaise, je suis désolé. Mais j'aimerais bien que tout ce qui est que le foot business, la financiarisation du foot soit mieux traité dans les médias français, mais c'est encore compliqué. Voilà, c'est par manque de matière que j'ai essentiellement porté mes choix sur il faut parler anglais quand on veut s'intéresser au foot business. Ok. Et du coup, toi, les futurs projets, est-ce que tu as d'autres projets qui sont en, en gestation, en préparation, ou on te retrouve sur les canaux habituels? Ouais, alors canaux habituels. Alors moi, cette année, j'ai la chance de pouvoir écrire des chroniques billets financiers, foot business à ma guise. J'ai bien évidemment relu sur le site d'RMC Sport. Donc j'en ai D'accord. déjà écrit 3. J'en ai écrit un sur comment réguler la multipropriété. J'en ai écrit un sur, alors encore plus ou moins sur la multipropriété, mais ici surtout sur la stratégie Blueco. Et j'en ai écrit un pour expliquer pourquoi la dette de Lyon n'était pas forcément négative. Donc voilà, sur des points bien spéciaux de l'actualité, on me demande d'intervenir. J'ai eu énormément de boulot en fait en fin d'année dernière, mais j'ai beaucoup de sujets en préparation. Donc je pense que on va pouvoir, je touche du bois, on va pouvoir lire en fait certains de mes papiers d'ici cet été, plusieurs, beaucoup plus. Donc voilà, RMC toujours. Dès qu'ils ont besoin de moi, ils savent pertinemment qu'ils peuvent compter sur moi. Donc ravi de faire partie de cette équipe élargie, qui est parfois critiquée de façon pas très honnête, Hmm. pas très voilà. Je pense que tous les médias, enfin il y a une espèce de et je dis pas du tout que ce soit RMC, l'équipe ou d'autres, on est bien évidemment infaillible, mais je trouve qu'il y a aussi une diabolisation en fait des médias et des médias sportifs et surtout en fait une espèce de c'est pas un complotisme mais même d'ailleurs même le Winamax FC qui est un peu un média alternatif mais qui est de Hmm. la digitalisation, on leur fait ce procès de se dire ah mais vous êtes pro ceci, ah mais vous êtes obligé, alors que je vous assure que on ne m'a jamais dit d'être pro ceci, anti cela, voilà. Mais Hmm. après, il y a certainement des émissions, des sujets qui n'ont pas été bien abordés, mais je trouve que voilà, bon, c'est un message que je veux faire passer. Il faut pas croire en fait que ça peut être perfectible, mais il faut pas croire qu'il y a des gens malhonnêtes D'accord, dans ok, les très médias bien. sportifs. Message passé. Et j'ai alors
je peux pas, on en reparlera peut-être le moment venu, mais je collabore, je coopère à un Dico du foot qui devrait sortir Ah, avant la Coupe ok. du Monde. Ah, ok, d'accord. Ok, Donc Disco du foot. voilà, et c'est pas du tout en mode pédagogique, c'est plus, en tout cas pour ma part, une succession d'avis tranchés, très tranchés parfois. Ok. À la limite de, c'est très tranché. Ok, d'accord. Bon, bah, Voilà, ce parfait. sera pas ce qui est un ballon de foot, un but, hors jeu, un corner, non, ce Non, sera non. C'est, un peu c'est plus le piquant que point de ça. vue de David, Sur David. à chaque mot, exactement. Alors il y a Ok. pas que moi, hein, mais enfin, j'attends d'avoir des instructions pour en parler un peu plus en avant. Mais à l'initiative, c'est un journaliste non foot, mais qui est d'un certain âge et qui est assez connu et qui a été fondateur d'ailleurs de médias. Et il m'a demandé parce que je le connais pas personnellement en fait depuis plusieurs décennies de bosser dessus. Et donc bon, donc c'est cool, c'est vraiment cool. Bah, très bien. Bah, j'espère qu'on aura la chance de te recevoir pour Bah, un ce sera autre cool. Si tu épisode. veux, on pourra picorer des mots, en fait, et Ok, j'expliquerai pourquoi. très bien. Nickel. Bon, on fera ça avec plaisir. Et maintenant, on va conclure avec les deux questions rituelles de chapitre sportif. Les recommandations lecture pour commencer. Est-ce que tu Ouais. aurais trois bouquins à nous recommander, Ouais. trois livres de sport, s'il Ouais. te Je peux en mettre 4 ou pas? plaît. Allez, quatre, même cinq, Ouais, si allez, tu veux. allez, on commence. Alors, moi, Gaulle, de toute façon, moi, j'en ai parlé. Alors, il y en a certains en langue anglaise. Alors, Euh, je pense qu'il est trouvable en langue française, mais la biographie de Brian Clough, qui a été l'entraîneur à succès de Nottingham Forest, de Derby County, notamment, par Jonathan Wilson, qui d'accord. s'appelle Nobody Ever Says Thank You. Elle est extraordinaire. Et parce que elle n'est pas hagiographique. Et Brian Clough, qui était un entraîneur précurseur, un entraîneur à succès, mais qui a eu énormément de parts d'ombre, de par son ego. Enfin, il y a un film qui est extraordinaire en fait sur son passage à Leeds, qui est météorique, où il va prendre le Leeds de Don Revie qui gagnait tout à l'époque et où il se fait virer en moins de 2 mois. T'avais un passage sur son rapport à l'alcoolisme. T'avais un passage aussi sur John Fashanu, qui a été le premier footballeur à vraiment faire son coming out en Angleterre, et où lui, il n'avait pas compris ça, il l'avait pas compris, enfin, il est vraiment intéressant avec sa rupture avec Peter Taylor. Il est très riche, mais il est top. Deuxième livre, alors je vais parler pour ma paroisse bordelaise. C'est Girondins de Bordeaux 2018-2024 de Vincent Romain et Nico Paolorsi, journaliste Sud-Ouest et journaliste RMC, enquête sur une descente aux enfers. Et c'est hyper romancé parce que les Girondins de Bordeaux depuis quasiment 10 ans c'est un roman, et ça explique par le menu la descente aux enfers de ce club légendaire et mythique des Girondins de Bordeaux. Et en plus il y a un peu d'aspect foot business et vraiment ça se lit super bien. Alors moi il m'avait demandé d'écrire un encart sur la réforme de la DNCG, ce que j'ai fait avec grand plaisir, et c'est un livre par des suiveurs, parce que Vincent en fait a eu accès à énormément d'informations et a suivi le club pendant très longtemps, de ceux qui connaissent quasiment le mieux et qui expliquent très bien les écueils en fait du foot business actuel, de la financiarisation. Donc c'est vraiment quelque chose de top. C'est un vraiment super bouquin. En plus, alors je vais Cool. reswitcher sur langue anglaise. Ok. The Nowhere Man, Michael Calvin, The Nowhere Man, c'est un bouquin sur les scouts. Ah Il oui, te fait d'accord. découvrir le métier de scout en Angleterre, que ce soit des scouts d'immenses clubs ou des scouts de clubs de 3e, 4e, 5e division, des mecs qui sont payés au kilomètre, des mecs de 75 piges qui prennent leur voiture et qui le lundi soir, le mardi soir, dans le froid, en fait, se tapent des matchs de Youth Cup, de réserve, et c'est des gens absolument fascinants. Et donc, ça fait rentrer dans l'intimité des scouts de passionnés, et tu te dis que définitivement le foot ce sera et la data dont je suis un énorme fan et Mhm. l'œil, il est fascinant ce bouquin. Il est trouvable à mon sens qu'en anglais, mais si vous avez, Michael Calvin a écrit pas mal de bouquins sur le sport. Un autre qui s'appelle Living on a Volcano, qui interroge des entraîneurs sur, le titre c'est vivre sur un volcan, sur comment gérer, manager le stress en fait de la gestion d'une équipe professionnelle.
qui est extraordinaire. Et moi, le dernier, c'est l'Odyssée du 10. Je sais pas si édité par Il revient souvent, il revient souvent. Ah ouais, non mais c'est parce que tout le monde est nostalgique du 10. Moi, je suis pas partisan Mm. de dire que le numéro 10 a disparu. Je pense que les créateurs se sont déportés, sont d'ailleurs dans d'autres registres. Mais oui, on est tous nostalgiques en fait du numéro 10 de notre époque. Moi, je suis nostalgique des cahiers Panini où toutes les équipes de D1, même pas de Ligue 1, ça va parler aux quarantenaires en fait, avaient leur numéro 10. Il y avait leur Fred Mérieux, il y avait leur Lubomir Moravchik, il y avait leur Stéphane de Deban, il y avait leur Alexander Mostovoy, leur Antoine Sibierski, leur Stéphane Ziani, leur Johan Mikou. Et en plus, moi, j'étais incapable, en fait, enfin, j'étais numéro 10 quand je jouais avec des gosses qui avaient 3 ans de moins que moi au parc à côté. Mais j'étais incapable d'avoir cette finesse technique j'avais besoin d'avoir le jeu face à moi, moi. Moi, j'ai gardien, libéraux, voilà. J'avais besoin d'avoir le jeu face à moi. Mais, bien évidemment, enfin, c'est le poste en fait qui a fait rêver quasiment tout le monde, et je trouve que c'est remarquablement expliqué. Alors, je l'ai juste là sur la bibliothèque, et alors je veux citer tous les auteurs pour pas en oublier. Il y a Raphaël Cosmidis qui est d'ailleurs entraîneur de jeunes à Nice. Il y a Philippe Gargoff, Christophe Kuchli qui est désormais à l'équipe, et Julien Momon qui est d'ailleurs au HAC, et préface d'Omar Da Fonseca qui n'est pas un 10 d'ailleurs, c'est amusant, mais qui était un grand attaquant, Omar Da Fonseca. Donc voilà. C'est pour le côté lyrique un peu et ça bien sûr. joue un peu côté romantisme. Bien sûr, mais le 10 c'est ah ouais, mais même maintenant en fait les meneurs un peu reculés, alors c'est pas un vrai, c'est plus différent, mais des Vitinha, des Martin Odegaard, des Pedri, alors non, lui c'est pas fort, mais vraiment ce genre de joueur, j'en suis, des Florian Wirtz qui est lui qui est un peu plus sur un côté, des Ryan Cherki bien évidemment, comment j'ai pu ne pas le citer, des Ryan Cherki, mais même à des niveaux un peu plus bas, tu vois, un Michael Damsgaard à Brentford en fait, le Danois qui s'est reconverti en meneur un peu reculé, un Sandro Tonali, enfin tu vois, c'est des joueurs que moi je trouve absolument extraordinaires. C'est le genre de profil qui te fait allumer la télé ou te fait acheter mais moi Ryan Cherki c'est vraiment c'est le joueur qui m'excite le plus en ce moment. Et moi j'étais grand fan de Mesut Özil, voilà, mais Cherki, moi ce que je trouve dingue, c'est que c'est un des rares joueurs qui me surprend constamment. Et parfois, je me souviens encore d'Ozil par exemple, où il faisait une passe et la caméra ne cadrait même pas parce qu'en fait, elle était incapable de suivre la trajectoire de sa passe, elle n'avait pas anticipé. Je me souviens d'un but, je crois que c'est Sanchez qui marque, où le but a jamais été mal filmé parce que la passe est tellement cachée que la caméra n'a pas su en fait vraiment suivre la trajectoire. Il arrive déjà à feinter le réalisateur avec le grand plan déjà. C'est exceptionnel. Donc voilà, donc oui, enfin, je suis pas vraiment pas original en disant ça, mais oui, enfin, c'est un poste. Le fait que ce soit disparu aussi, je pense que tout le monde est ultra nostalgique de ça, parce que moi j'adore aussi les ailiers d'élimination actuels. Enfin, c'est différent, mais je vais voir jouer à Lamine Yamal, voir j'ai même à un niveau un peu plus bas, Yann Diomandé. C'est des joueurs qui me pas pareil, qui me font lever. Non, mais c'est sûr. Mais après, de toute façon, ce côté, justement, comme le foot, c'est aussi un cyclique et des retours de postes perdus, entre guillemets, et du recyclage tactique. Ça m'étonnerait pas qu'on ait, on le voit là déjà avec des dispositifs tactiques en losange avec le retour de la première haute. Je pense qu'à terme, ça va revenir. C'est vrai, non, mais je vais te dire quelque chose. Même en Ligue 1, dès qu'une équipe recrute un créateur, c'est le cas de Sébastien Szymanski à Rennes récemment, ou il y a quelques années d'Akan Haraldsson, en fait, si tu veux, ou de Marnes Akliouche, tu vois, alors lui il n'a pas été recruté, il a été formé, mais c'est des joueurs pour qui j'aurais toujours énormément de sympathie, énormément d'exigence aussi, et énormément de tendresse, et j'aurais toujours une grande mansuétude à leur égard. Les joueurs qui essayent, les joueurs qui se trompent, j'adore ça. Bien. Parce que j'évolue dans un milieu où c'est très normé, où on n'est pas censé se tromper.
Ok. Et du coup, maintenant, pour conclure l'échange, toi, si tu te places pardon, en auditeur, quel chroniqueur ou journaliste sportif tu souhaiterais entendre dans chapitre sportif? Bah, il faut que vous fassiez Nicolas Jamin, c'est évident. Nico Jamin. Non, mais Nico Jamin, alors, c'est marrant parce qu'avec Nico, je parle rarement de foot, en dehors des émissions. Mais D'accord. Nico, il est, au point de vue culture, il est surprenant. Non, mais il est vraiment surprenant. Nico, il est capable de s'envoyer les 10 heures d'un podcast de Philippe Collin en 3 jours. Il est capable de te dire qu'il est en train de lire Proust. Et il est en train de dire qu'il a une idée d'un bouquin, d'écrire un bouquin là-dessus. Il devrait écrire. Si un jour tu l'as, tu devrais l'encourager. Tu dis, David Guzman a dit que tu devrais vraiment Prendre la plume à écrire David. et prendre la plume. Mais c'est un mec qui a plein de choses à raconter, qui a une super mémoire du sport, qui a couvert l'athlé. C'est un dingue, un malade de sport. C'est un dingue, un malade de l'événement sportif en fait. Il adore l'événement sportif, Nico. Il adore raconter l'événement sportif. Il a été brillantissime à la présentation pendant les JO. Donc non, mais c'est un mec. Enfin, non, vraiment, enfin, il est 250 fois plus connu que moi. Donc je vais pas te dire qu'il gagne à être connu, mais c'est quelqu'un d'une grande qualité, Nico. Bon, ben, Humain, voilà. Enfin, on va tenter notre chance. On va essayer de le contacter pour voir s'il serait partant Ah ouais, pour nous vraiment, accorder un peu de vraiment. temps. Bon, dis-lui en plus qui est passé, parce que je sais qu'Elton est passé, je sais que Sofiane est passé, donc enfin, tu vois, je sais que Et ça va le mettre en confiance. ça va le mettre en confiance, tu vois. Mais non. En plus, enfin, c'est un gros lecteur. Enfin, voilà, c'est un énorme lecteur. Très bien. Ok, bah merci beaucoup pour la reco. Et David, encore une fois, un grand merci pour le temps que tu nous as Bah, non, c'était accordé. un vrai plaisir. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Ton conducteur a été parfait. C'était une super émission. Bah, Vraiment, merci j'ai pris beaucoup. énormément de plaisir à la faire. Bah, super. On va te suivre sur tes différentes, on va dire, pas plateformes, mais sur tes différentes émissions et Bien différents sûr. passages. Et moi, je tenais encore une fois à te remercier parce que il y a une citation de Christian Gourcuff qui, pour moi, te va bien. C'est rendre accessible une chose complexe, c'est de la pédagogie. L'inverse, c'est de la communication. Et toi, C'est tu es dans vrai. la Non, mais enfin, pédagogie. et surtout que tu sais, alors, et en toute modestie, moi, en fait, expliquer, ça m'aide à comprendre. D'accord. En Ok. fait, si je n'arrive pas à expliquer clairement quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas compris. D'accord. Tout Ok. simplement. Hmm. Et ça me rassure quelque part, en fait, si tu veux. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Franchement, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Super. Bah, merci beaucoup encore à toi et à très vite. Salut.